Il était tout à l'heure de question de Jean Zay qui nous invitait à aller aussi loin et aussi haut que nos aptitudes le permettent. On peut compléter Jean Zay de Fougerolas en disant aller aussi loin et aussi haut que nos aptitudes et notre environnement le permettent. C'était ma transition pour votre propos, Monsieur Dupré. Oui, merci pour la transition. J'ai la charge donc de clôturer cette journée. Il y a un peu plus de 6 mois, lorsque vous m'avez proposé d'être grand témoin, je dois vous avouer que j'ai été un petit peu surpris et puis un petit peu interrogé par ma légitimité à cette place. Donc j'ai pas été forcé, mais j'accepte volontiers de le terminer. On a votre consentement éclairé quand même. Comment? Oui, mon consentement était éclairé. La journée était dense, avec un enchaînement vraiment dense en termes d'informations. Donc j'ai essayé de condenser ce que j'avais à dire. Alors, on m'avait offert un quart d'heure, je vais m'y tenir. J'ai 4 pages un petit peu rédigées parce que ça me semblait compliqué de le faire beaucoup plus spontanément. Donc tout d'abord, pour moi, il ne s'agira pas de conclure au sens strict du terme, car ce chemin vers l'école inclusive, c'est bel et bien un processus. C'est une journée qui constitue donc un pas de plus dans cette direction, en ressortant, je pense, plus riche d'expériences inspirantes, mais également avec des points de vigilance à garder à l'esprit en termes de cohérence des choix et des actions, en fonction de vos places respectives, de nos places respectives. Le point de vue qui est le mien maintenant depuis quelques années avec mon inscription dans le champ de la recherche en sciences humaines me permet d'avoir un cadre théorique et méthodologique pour penser à des questions qui au départ étaient des questions professionnelles et qui sont des questions vives et partagées. On s'en est bien rendu compte aujourd'hui. Donc c'est avec ce regard que je vais essayer de vous livrer quelques points qui sont remarquables à mes yeux, remarquables sans jugement de valeur, mais plutôt dans le sens où ils m'ont interpellé et puis ils vont m'amener à réfléchir à l'issue de la journée et par la suite. Et je pense que les uns et les autres, on aura pu être interpellés par des points différents et c'est la richesse de ces échanges. Avant d'évoquer ces 3 points remarquables pour moi aujourd'hui, je voulais revenir quand même sur le fait qu'il semble important de garder en tête les principes et les valeurs de l'école inclusive que j'ai pu rappeler dans mon intervention. Et ces principes et valeurs constituent, je pense, un cap de tous les instants à tenir en termes de droit au contenu de qualité, de vigilance face au risque d'exclusion, d'accessibilité et de participation sociale effective. C'est des principes et des valeurs qui ne sont pas optionnels, on a pu le rappeler, c'est des droits effectifs et des droits à mettre en œuvre, donc des droits opposables. Donc cheminer vers cette école pleinement inclusive nécessite d'avoir ces principes en guise de boussole, mais on doit également, et je pense que vous êtes, et c'est ce qui n'est pas forcément simple dans votre action quotidienne, parfois faire face à des injonctions qui sont paradoxales dans la transposition de ces engagements, et la période actuelle en offre certains exemples également. Donc pour moi, l'enjeu effectif, c'est celui du respect des droits effectifs des personnes. La mise en œuvre de ces droits relève bien d'un processus, un processus qui invite à être humble et à considérer la force et l'importance de chaque petit pas réalisé au quotidien. De nombreux exemples aujourd'hui en témoignent et témoignent que ces petits pas ne relèvent en aucun cas d'un cheminement solitaire, mais plutôt d'un mouvement collectif, où finalement l'interdépendance des actions est nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir choisir le rythme de ce cheminement également. Alors, je vous avais parlé donc de 3 moments qui ont marqué pour moi cette journée. À l'échelle du territoire de la région académique. Le premier, c'est que finalement, lorsque l'on parle d'aller vers une école pleinement inclusive, on a pu le voir dans la première partie du matin, que cela se traduisait par une volonté affirmée en termes de politique publique, avec des interventions conjointes toute la première partie de matinée. Et j'aurais tendance à dire que c'est la première fois que je le vis de cette façon à cette échelle territoriale, d'avoir vraiment des niveaux de pilotage conjoints qui sont formalisés de la sorte dans la mise en cohérence des politiques publiques. Ça
illustre également le fait que le travail conjoint qu'on a pu évoquer au sein de la classe, ce n'est pas le seul à mettre en œuvre si on veut cheminer de la sorte. Et je pense également que cette première partie de matinée nous a permis de mesurer finalement l'aspect mouvant et évolutif de ce chemin. Et je le mesure pleinement, ça peut rendre votre action, je pense, complexe au quotidien en ressortant peut-être de la salle aujourd'hui avec plus d'incertitudes et de questionnements que de réponses effectives, mais ça montre bien qu'on est dans un processus en construction et qui nécessite une réflexion de tous les instants. Le second point qui a retenu mon attention, c'est celui du travail collaboratif. Il a été illustré cet après-midi de manière significative. On entend souvent, enfin depuis le début de ma carrière professionnelle, on parle de cet enjeu de rapprochement entre les deux mondes, entre le médico-social et l'éducation nationale. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu mesurer que ce n'est pas juste un souhait, mais qu'on a pu en voir des illustrations qui sont très concrètes. Je pense aux témoignages de l'UEMA, du DAR, de l'ULIS renforcé, de l'EMAS, des projets qui sont mis en œuvre également à travers le sport. J'ai particulièrement apprécié vos illustrations très concrètes et la manière dont vous êtes amenés à travailler ensemble. Et ce qui m'a interpellé, c'est des réactions aussi. J'en note deux. La première, c'était sur la première table ronde. À un moment, spontanément, je ne sais plus qui de vous a dit finalement, il y a beaucoup de similitudes dans nos façons de travailler. Et une remarque dans la salle pour dire finalement l'ULIS renforcé et son plateau technique ressemble au fonctionnement de l'EMAS. On a eu un éclairage de la part de Karine Leroy sur les choix et les variations territoriales, mais finalement, ces similitudes, alors qu'on parle de dispositifs qui sont différents, ça ouvre pour moi des questionnements. C'est bien sûr des dispositifs différents qui bénéficient de cahiers des charges différents et qui sont ces cahiers des charges sont en quelque sorte des marqueurs aussi de l'époque à laquelle ils ont été écrits et par les institutions qui les ont produits. Mais on touche, je pense, dans ces réactions assez spontanées à un point de vigilance. Et je vais vous relater une expérience, comme les DAR ont occupé un petit peu quelques échanges dans l'après-midi. La première fois que j'ai eu la chance de rentrer dans une école dans laquelle était implanté un DAR, et dans la salle dédiée à celui-ci, si on ne m'avait pas dit auparavant dans quel dispositif je rentrais, les gestes professionnels et le travail proposé aux élèves ne me permettaient pas de l'identifier. Donc ça m'a questionné et finalement on pourrait imaginer plusieurs pistes d'explication, mais ce qui me semble important et nécessaire, c'est de réaliser que l'implantation d'un nouveau dispositif, je mesure que ça occupe beaucoup d'énergie par différents acteurs et à différents niveaux, mais que cette même implantation, elle est porteuse également de risques, dont celui de glissement vers des fonctionnements anciens ou des fonctionnements d'autres dispositifs que l'on connaît mieux. Et finalement, les enjeux de régulation, c'est pas juste des enjeux d'implantation et de dire vous avez un cahier des charges, parce que finalement, les témoignages que l'on a eus, il reflète également cette question-là, c'est que les acteurs ensuite doivent se débrouiller sur le terrain avec des cahiers des charges qui sont finalement pas si précis que cela. Et donc, pour moi, les enjeux de régulation sont présents. Bien sûr, il y a des comités de pilotage qui sont présents, mais ça me semble être un point important qui ressortait de ces tables rondes et fonctionner pleinement en dispositif. Ça nécessite, je pense, de penser à un renouvellement des fonctionnements classiques connus, et sûrement d'envisager des modalités de travail collaboratif différentes en fonction des spécificités, des objectifs du dispositif dans lequel ce travail collaboratif se met en place. Le troisième point sur celui que je souhaite, qui m'a marqué, c'est les interventions relatives à la formation et à l'insertion professionnelle qui ont permis, je pense, de situer les enjeux de cette école inclusive dans une perspective plus large, celle d'une société inclusive. Là encore, on a pu observer une variété de dispositifs sous des dénominations différentes. Cela permet également, je pense, de mesurer l'importance de l'influence des dispositifs fréquentés par les élèves dans leur parcours et l'importance finalement sur les possibilités du point de vue de ces élèves, de ce qu'ils vont pouvoir faire ou non, des portes qui s'ouvrent plus facilement ou non. Ce qui m'a marqué dans les échanges également sur ces questions de formation et d'insertion professionnelle, c'est la question des transitions qui, je pense, pourrait être développée et qui pourrait faire l'objet de discussions nourries. Alors, comme j'ai
promis d'être bref et de me tenir au temps imparti. Ces moments remarquables vont permettre, je pense, de repartir avec de nombreuses sources d'inspiration, mais également avec à l'esprit une vigilance de chaque instant pour porter un regard réflexif sur les choix professionnels que nous réalisons au regard des principes de l'éducation inclusive et des enjeux d'accessibilité. Je pense qu'il est également important, au moment de terminer cette journée, de rappeler à nouveau que ces enjeux ne se limitent pas à la scolarisation des élèves reconnus handicapés, même s'ils ont occupé une bonne part ou une part conséquente dans les échanges aujourd'hui, mais que cette école inclusive doit porter cette exigence de garantir à tous les élèves les mêmes droits et les mêmes chances au moment de s'engager sur le chemin de l'étude des savoirs scolaires, de la formation professionnelle, des possibilités d'orientation et d'insertion. Ces aspects me paraissent essentiels, car ce qui était bien au cœur de la journée aujourd'hui, c'était de l'école dont nous parlions. Il s'agit de prendre en compte, et je pense que les témoignages ont permis de mesurer la complexification de ces systèmes. Je ne pense pas qu'il faut avoir peur de cette complexification, mais plutôt de bien mesurer ce qu'elle va entraîner. Et cette complexification des systèmes, on doit permettre, je pense, aux acteurs de bénéficier des conditions qui permettent de lever les obstacles potentiels que cette complexification peut engendrer. Je l'ai déjà dit, mais j'aime me répéter. En d'autres termes, il ne suffit pas de créer des nouveaux dispositifs, il ne suffit pas d'assurer l'effectivité des compensations et de s'en satisfaire. La forme scolaire et l'organisation du système éducatif tel que nous la connaissons doivent, de mon point de vue, encore évoluer pour prendre en compte cette complexification et les reconfigurations professionnelles qu'elle entraîne. Il s'agit à chaque niveau du système éducatif de créer ces conditions de travail conjoint pour prendre en compte des besoins situés des élèves. Je vous rassure, j'arrive à mon paragraphe conclusif. J'ai vraiment apprécié cet après-midi en fait, d'avoir un retour aussi sur la parole des premiers concernés à travers les différentes capsules vidéo, d'avoir aussi des remarques et des réactions de familles dans la salle. Et comme je vous ai dit que j'aimais bien me répéter, je voulais quand même revenir sur le premier témoignage que je vous ai proposé ce matin en guise d'introduction, les mots d'Emi Matsuoka qui nous dit, et c'est quelque chose qui est fort pour moi, je le rappelle, elle dit « J'ai été une élève mise en difficulté alors que je ne suis pas une élève en difficulté ». Elle parle finalement de l'influence du milieu et sur les conditions d'accessibilité et de la manière dont elle a pu le vivre. Je pense malheureusement que ce témoignage n'est pas isolé. Et nous pouvons repartir de cette journée en gardant cette phrase en tête et par analogie avec la légende du colibri, mesurer la responsabilité que nous avons toutes et tous à prendre notre part à nos niveaux respectifs dans la construction de cette école pleinement inclusive. Très très belle conclusion, un grand merci à vous Monsieur Dupré, merci également aux 3 conseillers techniques des rectorats du Grand Est, Marielle Traban, Mathieu Fourmont de l'ARS. Cette journée était une co-construction, on espère qu'elle vous aura convenu. Bon retour.